À leurs yeux, tu n'es qu'une bête de foire. Comme moi. Pour l'instant, tu leur es utile. You need me to save you! Mais après, You think you can do this to me? ils te chasseront comme un pestiféré, au nom de leur moralité et de leur éthique. La bonne blague. Tu verras, quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entre-dévorer. Bon appétit. Tu vois, je ne suis pas un monstre. I am better! Vous savez, au fond, j'ai toujours aimé les antagonistes, parce que mis à part quelques exceptions, je trouve les héros la plupart du temps fades et inintéressants. Par contre, les méchants bien écrits et surtout nuancés apportent plus au récit, parce qu'ils font évoluer le héros. Sans un bon méchant, il n'y aurait pas de héros aussi inspirant. Et si on regarde bien, parmi les plus grandes œuvres, la plupart du temps ce qu'elles ont en commun, ce sont leurs antagonistes incroyablement charismatiques, intelligents, machiavéliques et surtout humains. Et si je vous disais qu'il y a un réalisateur qui tout comme moi aime les méchants? I just love bad guys. Il a non seulement réussi à réinventer un des antagonistes les plus marquants de l'histoire, mais aussi à cause de nous, il a fini par en devenir un lui-même, parce qu'apparemment on n'a pas compris son film. Du coup, comme tout antagoniste qui se respecte, il a ruiné un des plus grands studios d'Hollywood, et en même temps il nous a fait payer en nous offrant une suite aussi éclatée que possible. Ouais, je sais, ça paraît fou, alors qu'en réalité c'est peut-être du génie, mais ça très peu de gens l'ont remarqué, et parmi eux, deux des plus grands artistes de notre génération, qui ont su voir le génie derrière l'échec, car il faut être un génie pour en comprendre un autre. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi et comment l'antagoniste parfait est né. Mais avant de commencer, on doit rapidement voir ce que représente un bon antagoniste, et surtout pourquoi on les apprécie autant. Vous verrez que ça va nous aider à comprendre l'initiative de ce réalisateur, et le génie derrière sa prise de risque, et je peux vous garantir que vous n'êtes pas prêts. I'm the Homelander. And I can do whatever the fuck I want. Bienvenue dans La Théorie. Parmi les différents types d'antagonistes, certains réussissent à gagner notre sympathie, car nous pouvons nous identifier à eux. I built this shit. Me. Brick by brick. Leurs intentions initiales sont souvent légitimes, mais après avoir constaté l'injustice de la vie, ils décident d'adopter des méthodes discutables, voire extrêmes pour parvenir à leur fin, tout en assumant leur choix, même si leur action les mène finalement à être perçus comme des monstres. You're locked in here with me. À leurs yeux, ils se battent pour une juste cause, c'est pour ça qu'ils sont prêts à endosser ce rôle. Who wants to be king? Et c'est ce qui nous permet de nous identifier à eux, et de ressentir de la sympathie malgré leurs actes. And you must be better than me. Understand? Say it. You will be better. Ensuite, il y a ces antagonistes que l'on finit par admirer malgré les atrocités qu'ils commettent. Ils sont intelligents, calculateurs et charismatiques, en plus d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Ils n'éprouvent aucune culpabilité à commettre les pires atrocités, pour servir leur intérêt personnel. Mais en explorant leur passé, on découvre un destin tragique qui les a façonnés et les a conduits à devenir les méchants qu'ils sont aujourd'hui. I will find him. Leur intégration parfaite dans la société, associée à un charisme qui leur confère un pouvoir de fascination irrésistible et un passé douloureux, suscite en nous une certaine admiration, voire parfois de l'empathie. Et pour finir, il y a ceux qu'on déteste. Là, c'est un tout autre niveau. Eux, on ne peut en aucun cas les admirer, les comprendre, ni même les défendre. La vie humaine n'a aucune valeur à leurs yeux. Eux, tout ce qu'ils désirent, c'est le chaos et la destruction. Et ils n'ont aucune bonne raison de le faire, à part par simple plaisir. Tu veux que je te vende comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! C'est tout simplement de la méchanceté pure. Ils n'ont aucun sens moral et le plus souvent on les qualifie de psychopathes. Si j'ai pris le temps de vous expliquer brièvement tout ça, c'est parce que le réalisateur dont on va parler a réussi à mélanger brillamment tous ces aspects pour devenir lui-même l'antagoniste ultime. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il avait tout prévu? The villain is a hero. And the hero is the villain. What's so funny? Just think of a joke. You want to tell it to me? You wouldn't get it. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. And like that, he's gone. Todd Phillips, réalisateur du chef-d'œuvre Joker et en même temps du pire film le plus attendu, Joker Folie à deux. Look how they massacred my boy. T'inquiète pas, il n'y aura pas de spoiler majeur. Si t'as vu le film, tu dois certainement le détester. Mais la vraie question, c'est comment c'est possible de passer d'un extrême à un autre aussi vite. Perso, j'avais trouvé le premier film incroyable en 2019, à tel point qu'il est rentré dans mon top 10. Mais il y avait un truc en moi qui me disait que ça devait être un coup de chance. Alors après avoir vu Folie à deux, que j'ai détesté, je me suis dit que c'était sûr que le premier c'était un coup de chance. Mais pour en être certain, je suis allé le revoir.
Du coup, avec évidemment plus de maturité et de capacité d'analyse qu'en 2019, eh bien je peux vous dire que je suis resté scotché devant. Il y avait tellement de bonnes idées de mise en scène, de foreshadowing, de détails. La construction et l'évolution du personnage étaient tellement parfaites que je me suis pris une claque. Alors une fois arrivé à la fin du film, j'étais sûr que c'était pas un coup de chance. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est comment tu peux avoir tous les outils pour refaire une suite égale voire meilleure et quand même te planter. Eh bien la seule raison qui demeure, c'est que c'était volontaire. Mais pas que. Vous savez, Todd Phillips, il est passé de l'outsider sur qui personne ne misait, même la Warner qui lui a filé à peine 50 millions pour faire son film tellement il n'y croyait pas, à celui qui a fait du Joker non seulement l'antagoniste qui a rapporté le plus, mais aussi l'un des plus appréciés. Du coup, on peut facilement s'identifier à lui, parce qu'il a pris un risque en voulant faire un film sur le Joker, surtout après l'incroyable de Nolan et le désastreux de Suicide Squad. Mais ça a été un risque à double tranchant, car c'est là qu'il va commencer à questionner la morale du public, parce qu'il n'a pas compris pourquoi les gens aimaient autant son Joker, malgré les choses monstrueuses qu'il fait dans le film. Alors vu qu'il nous fait croire que c'est nous qui l'avons élevé au rang d'antagoniste aimé, avec la suite il nous dit qu'à la base Arthur est juste une personne qui a des problèmes mentaux et qui n'est peut-être même pas conscient de ce qu'il fait. Et ce raisonnement est assez clair quand on regarde le film. Mais ce que tu ignores, c'est qu'en réalité c'est la première couche narrative du film. Du coup, si on regarde bien le premier film, la mise en scène et l'iconisation du Joker nous prouvent que c'était ce qu'il voulait. Ce qui veut dire que nous avons été manipulés, tout comme la Warner. Quand ils se sont empressés de lui donner tout le budget et la liberté créative pour faire une suite, c'est eux qui sont tombés dans le piège. Vu le budget de 200 millions qu'on ne ressent aucunement dans le film, toute la démarche n'était au final qu'un braquage incroyable, qui n'avait peut-être même pas pour objectif de s'enrichir, mais peut-être de ruiner Warner. Ça ne vous rappelle rien? Le braquage que fait le Joker dans le film de Nolan au début est exactement le même. Il prend à ceux qui ont le contrôle pour tout brûler ensuite, comme le box-office. All you care about is money. It's not about money. It's about sending a message. Everything burns. Bon, je sais que ça peut paraître peu probable, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une scène dans Folie à deux, qui d'ailleurs est la meilleure de tout le film, qui résume indirectement tout ce que je viens de vous dévoiler. Et dans cette scène, Lady Gaga représente le public, c'est-à-dire nous qui avons soutenu le Joker dans le premier film, et qui lui donnons les moyens de continuer dans sa folie, parce qu'on aime voir ça. Et pendant toute cette scène, il ne cesse de clamer que c'est lui le Joker. The Joker is me. The Joker is me. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin de la scène ? Il massacre le juge. À mon avis, le juge représente la Warner, ceux qui ont le pouvoir et qui décident. Et quand il dit que c'est lui le Joker, c'est Todd Phillips en écrivant ces mots qui nous dit que c'est lui le Joker, à travers le Joker. Parce que si on regarde bien cette scène, elle n'a aucun intérêt dans tout le film. Elle est comme détachée de toute l'intrigue, parce qu'elle ne sert à rien au final. Par contre, elle est dans la continuité du premier film. D'ailleurs, c'est la seule scène où il porte exactement la même tenue que dans le premier film. Et c'est là que je me rends compte du génie derrière. Vraiment, ce mec, il a osé un truc que personne n'aurait fait, exactement comme il a fait avec son premier film. Moi, je vous le dis, ce mec est un génie. Et ça, Tarantino l'a compris. Todd est le vrai Joker. I just love bad guys. The Joker is me. Il savait pertinemment que le film n'allait pas marcher. Et quoi de mieux pour y parvenir, tout en faisant des promesses qui tiennent un tant soit peu la route, pour au moins rassurer le studio et les plus naïfs d'entre nous qui ont adoré son premier film, et qui lui font totalement confiance après ça, une comédie musicale. N'est-ce pas là la meilleure trahison que puisse faire un antagoniste, par simple plaisir de nous faire mal gratuitement? Et le pire, c'est que même les acteurs, pendant le tournage, savaient que ça allait être un échec. We would sit there. Me and these other guys were all dressed in these fucking security outfits because we're working at the Arkham Asylum. And I would turn to one of them and we'd hear this crap and I'd go, what the fuck is this? And they go, this is gonna bomb, man. Get what you fucking deserve. En réalité, nous avons été la victime du Joker, et on sait maintenant ce que ça fait. Alors est-ce que tout ceci n'était qu'une blague qui n'était pas drôle, ou y avait-il un vrai message derrière ?
Au final, si on réfléchit bien, le message qu'on peut retenir du film Joker Folie à deux et de toute cette initiative, c'est l'ombre d'Arthur qu'on voit dans la séquence d'ouverture, qui nous fait comprendre que c'était elle qui représentait le Joker qu'il y avait en lui. Tout comme nous au final. Nous avons tous une part d'ombre qui nous fait aimer des personnages de fiction, qu'on ne devrait pas normalement. Alors avons-nous aussi un Joker qui sommeille en nous et qui un jour pourrait nous faire tomber dans la folie? Car la véritable folie à deux n'est pas celle du Joker et de Harley, mais celle d'Arthur et du Joker qu'il a en lui. Dans une ère où les antagonistes prennent de plus en plus de place au cinéma ou à la télé, la question qui se pose c'est est-ce que les méchants sont devenus les héros d'aujourd'hui? Ou est-ce notre perception de la réalité qui a changé? Et ça, Kojima l'a compris. Il n'a pas tort quand il dit que la réputation du film va changer dans les 10 ou 20 prochaines années. Alors au final, Todd Phillips a été aimé pour son premier film, tout comme le Joker dans le premier film, pour ensuite être détesté pour son deuxième film, tout comme le Joker dans le deuxième film. Il est passé d'Arthur au Joker, et il est maintenant détesté comme un méchant devrait l'être, ou comme l'antagoniste qu'il est devenu. Mais comme on le comprend si bien dans le premier Joker, et aussi dans différentes œuvres d'ici tirées de l'univers de Batman, d'ailleurs la dernière en date ne fait pas exception, c'est Gotham le vrai antagoniste qui a façonné ces méchants. Ce qui est une représentation de la société qui crée et qui décide qui est gentil ou méchant. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not. Au final, tout ceci n'est qu'un paradoxe lié à l'humanité elle-même, qui ne cesse d'influencer et de se faire influencer. And always remember, that's life. Du coup, qui est le vrai Joker et qui est le héros? J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux aller voir ma dernière en date sur SNK et sa fin cachée. Je tenais vraiment à partager ma théorie avec toi avant le prochain épisode du Paradoxe, alors n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. D'ailleurs, si t'es nouveau sur la chaîne, sache qu'on parle de jeux vidéo, films, séries et animés. Alors si tu veux pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et si ça t'a plu, à laisser un commentaire et un like. La recommandation du jour, c'est l'exceptionnelle mini-série The Penguin, disponible sur Max, spin-off de l'excellent The Batman, dont j'aimerais bien parler un jour. C'est marrant parce que j'ai fini l'écriture de cette vidéo un jour après le final de la série. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que les scénaristes ont parfaitement compris comment écrire un antagoniste, qui réunit tous les points dont j'ai parlé dans la vidéo. Ils nous ont fait passer par toutes les émotions. Bon, je veux pas en dire plus si tu l'as pas vu, mais si c'est le cas, t'as dû le comprendre. Ils nous ont clairement fait comprendre quel type d'antagoniste est le pingouin, contrairement au film Joker. Enfin voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux, tu peux également soutenir mon travail sur Tipeee si tu le souhaites, tous les liens sont en description. Avant de partir, n'hésite pas à me donner ton avis sur le contenu de la vidéo, ça m'aidera à m'améliorer. Prends soin de toi et de ta famille, on se dit à la prochaine. Salut! He's gone.